La guerre est la terrible accoucheuse des nations. La France fut faite à coups d'épée, disait le général de Gaulle. La plupart des historiens ont repris cette opinion à leur compte. Du Moyen-Âge à la Renaissance, de Louis XIV à Clémenceau, s'affirme une volonté, ne jamais baisser la garde. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. L'armée, c'est la garde, l'épée, l'instrument de la défense. Des casernes aux champs de bataille, des états-majors aux officiers du rang, des chefs couverts de gloire aux soldats anonymes, l'armée est un creuset. Le drapeau tricolore, comme l'hymne national, procède de son histoire. Nous allons donc vous narrer la fresque, le roman vrai de l'armée française, ses hommes, ses armes, son organisation, ses drames, ses forces, ses lacunes. À la veille de la Révolution, s'annonce pour le pays et pour son armée une époque nouvelle. Sous Louis XVI, la France est la première puissance militaire terrestre en Europe. L'armée royale est crainte, respectée, et même copiée au-delà des frontières. L'armée de l'Ancien Régime est d'abord et avant tout une armée professionnelle. La bourgeoisie est très présente dans ce qu'on appelle à l'époque les armes savantes, c'est-à-dire l'artillerie et le génie, qui sont des armes de techniciens, de mathématiciens. Bon. Mais elle est très peu présente dans les armes dites nobles, c'est-à-dire la cavalerie et l'infanterie, qui sont véritablement des chasses gardées de la noblesse, qui ne veut pas laisser les représentants de cette bourgeoisie qui est en plein essor social à l'époque, occuper des postes de responsabilité dans l'armée. Les bas officiers, comme on dit à l'époque pour désigner les sous-officiers, mais aussi les officiers de fortune qui sortent du peuple, ont leur carrière barrée par la réaction aristocratique qui exige, comme critère de recrutement et de promotion des cadres, à la fois la naissance, il faut 4 degrés de noblesse pour pouvoir être officier et poursuivre la carrière, en même temps le talent et le mérite. Il y a donc à l'intérieur de cette armée une contestation politique. La révolte gronde, la révolution s'annonce et avec elle, l'espoir du changement. 14 juillet 89, mouvement populaire, sédition, révolte populaire, mais dans ces mouvements populaires se glisse aussi l'armée. Hulin, ancien garde française, manie le canon qui va permettre de secouer la forteresse, de prendre la forteresse de la Bastille, mais aussi tout autour. Et à l'intérieur de la foule, vous avez d'autres gardes françaises, d'autres soldats du roi qui ont déserté leur compagnie, leur régiment, pour venir prêter main forte au peuple. Vive la nation! L'armée est partie prenante de la Révolution et au fond c'est une micro-société qui reproduit les déchirements de la société d'Ancien Régime. Dans les casernes, les révoltes éclatent. D'un côté, les soldats issus du tiers-État,
De l'autre, les officiers de la noblesse, toujours fidèles au roi. On peut dire que l'armée royale se décompose à la suite de mutineries et de révoltes, aussi bien dans la flotte. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus virulentes dans la flotte, à Brest, à Toulon. Et là, beaucoup d'officiers de marine émigrent. Dans l'armée de terre, c'est beaucoup moins marqué, l'émigration. Et ça viendra surtout, en fait, en 1793, quand il y aura des mesures contre la noblesse. La plupart des officiers qui émigrent rejoignent les monarchies européennes qui menacent d'intervenir contre la France révolutionnaire. Pour vaincre, l'armée française fait appel aux volontaires. Cette armée se transforme. De l'armée du roi, de l'armée de professionnels, on vient à une armée nationale, une armée de masse, une armée qui sort du peuple en révolution. Avec les volontaires de 1791, citoyens soldats, tout change. L'armée se métamorphose. Le corps des officiers se renouvelle. Les promotions sont désormais liées au mérite et à la compétence. Et le principe d'ailleurs va être complètement différent dans les armées de la Révolution puisque c'est un principe électif. Les soldats élisent leurs officiers, du moins pour les officiers des grades, les sous-officiers et les officiers d'un grade inférieur. Pour les grades supérieurs, ils sont élus par les officiers. Et l'armée devient donc un lieu d'intégration nationale et d'éducation. Dans les camps d'entraînement, on apprend les chants, qui après vont resservir bien sûr sur les champs de bataille, sur les chants patriotiques, la Marseillaise, les cris « Vive la nation, vive la République », le Ça ira, la Carmagnole, bon, tout ça qu'on retrouve y compris à l'époque de l'Empire. Plus le citoyen se rend motivé, plus l'armée sera efficace. L'effort de guerre est général. Il se manifeste aussi avec la levée en masse imposée en 1793. Les jeunes gens sont cette fois requis et non plus volontaires pour porter les armes. C'est une première forme de service militaire obligatoire. La conscription deviendra effective sous le Directoire en 1798. Ainsi naîtra l'armée nationale, composée de citoyens soldats, fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. À cause des circonstances historiques, il y a désormais un lien intrinsèque entre la citoyenneté et le devoir de défense qui devient non plus l'affaire de gens de métier, mais qui devient l'affaire de tous. C'est une guerre basée sur la mobilité, sur la fougue, sur le mouvement des troupes, la surprise de l'ennemi, la concentration de force à un moment donné sur un seul point. Eh bien ça, on peut dire que les directives viennent vraiment du plus haut du gouvernement français. Quelqu'un comme Carnot, qui est lui-même un militaire de formation, qui lui aussi fait partie du comité de salut public, et qui est en quelque sorte l'organisateur de toutes ces armées de la France en guerre, va donner cette impulsion pour une stratégie mobile et basée sur l'attaque. Il s'agit de faire effroi à l'adversaire et, naturellement, de le détruire. Les généraux qui ne parviennent pas à détruire l'adversaire après l'avoir vaincu sont condamnés à mort et guillotinés. Et les généraux de la Révolution, ils allaient au combat, ils allaient en première ligne avec leurs hommes. Ils risquaient leur peau et souvent ils étaient blessés, tués. Donc il y avait un côté héroïque de ces jeunes généraux, parmi lesquels les plus célèbres, les plus connus, Marceau, Hoche, Jourdan qui gagnera la bataille de Fleurus, et puis bien entendu Bonaparte, quand même, qui sera général en chef à 27 ans. L'armée de la Révolution, qui avait pour seul but d'assurer la défense de la patrie, se transforme. Petit à petit, elle devient un outil de conquête et d'expansion. 1798, partout à l'intérieur de l'Europe, dans les républiques sœurs, les officiers généraux sont à l'œuvre,
Ils gouvernent la plupart du temps, ils font et défont les gouvernements, ils s'entraînent au coup d'État qui aura lieu le 18 et le 19 Brumaire. Le 18 Brumaire, c'est un coup d'État parlementaire. Le 19, c'est un coup d'État militaire. Et désormais, Napoléon est le maître, parce qu'il a l'épée. Et la grande armée suivra bientôt Napoléon sur toutes les routes d'Europe, au nom de Vive l'Empereur. Il crée le corps d'armée, soit un ensemble de 20 à 30 000 hommes réunissant plusieurs divisions d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie, toutes placées sous l'autorité d'un seul homme, souvent un maréchal. On a une petite armée autonome qui peut très bien se battre toute seule et tenir une journée contre l'armée ennemie, le temps que les autres corps d'armée puissent le rejoindre. Donc on a quelque chose de plus centralisé de manière interne, mais de très autonome, qui peut et qui est capable de se battre tout seul. Dans ce corps d'armée qui était permanent, tout le monde connaissait tout le monde connaissait les chefs. Avec cette confiance, parce qu'ils avaient l'habitude de se battre ensemble, il est certain qu'ils ont beaucoup mieux combattu. Les étrangers qui continuaient au début de l'Empire à se battre avec leur multitude de régiments n'avaient pas compris ça et ils se sont fait battre complètement. Il est certain que Napoléon a révolutionné la science militaire, surtout la pratique militaire. La guerre doit être une guerre éclair. Napoléon fait la guerre avec les pieds de ses soldats. Avec Austerlitz, c'est évident, c'est-à-dire on fait amener une armée depuis le camp de Boulogne jusque dans l'Europe centrale à toute vitesse et on obtient, à la fois par la surprise et par le choc, on obtient l'avantage décisif sur les armées coalisées. Parce qu'on a été capable de les amener à l'endroit où on voulait aller. Donc c'est cette pensée globale du théâtre d'opération qui est en germe. Déjà avec autour de Carnot, une pensée d'état-major. Jusqu'à présent, on faisait de la tactique et de la grande tactique, le terme stratégie n'existait pas. Là, maintenant, on fait de la stratégie et on commence à entrer en campagne avec déjà une idée de ce qu'on veut faire, où on veut aller, à quoi on veut arriver. Sa grande force, une capacité d'adaptation très grande, une capacité pour réagir sur le terrain très vite et une lucidité pour trier les renseignements. Parce que pour pouvoir arriver à un point donné, il faut savoir ce qu'on a en face pour ne pas tomber dans le vide. D'où un formidable réseau d'espionnage qui existait déjà sous la France des rois, mais qui alors là a atteint véritablement des sommets. Et où notamment les officiers sont mis en Pékin, en civil, et sont envoyés à l'intérieur du territoire adverse pour y prendre note des positions ennemies, des voies de circulation, des voies de communication, des dépôts d'armes, etc. Napoléon veut connaître à la perfection le terrain où il va se battre. Rien n'est laissé au hasard, mais il sait très bien qu'il y a toujours une part de hasard. C'est un joueur. Et bien souvent, son plan est à plusieurs hypothèses. Et il est capable de le changer immédiatement. Et son plan, quel est-il? Quand il se trouve en contact avec l'ennemi, deux possibilités. Il a la supériorité des forces. Alors il s'agit de tourner les ailes de l'ennemi, de les envelopper, de les détruire. A-t-il au contraire faiblesse numérique? Il essaye de diviser le corps adverse en plusieurs fractions. Il prend une position centrale et à partir de cette position centrale, il bat les fractions de l'armée adverse les unes après les autres. C'est Austerlitz. Nous sommes à la fin de la bataille d'Austerlitz et tout le génie du peintre
a consisté à montrer précisément l'élan, la fougue, l'enthousiasme encore qui remplit le cœur de ces combattants, apportant à Napoléon les drapeaux enlevés aux Russes. Contraste entre ce mouvement et la sérénité de Napoléon, sérénité du génie de la guerre, du maître des hommes, du maître de l'espace, du maître du temps. Il y a là véritablement une capacité à représenter cette gloire napoléonienne, cette gloire militaire, ce génie militaire, non seulement pour le culte personnel de Napoléon Bonaparte, mais dans un but de propagande. On a besoin de vous pour aller au combat. Jeunes conscrits, ne partez pas dans l'insoumission, ne versez pas dans les rangs des réfractaires, ne levez pas le drapeau du refus, soyez sur le chemin de l'honneur. Et les nouvelles recrues, exaltées par les discours et les comptes rendus lyriques des bulletins de la Grande Armée, entraînées par les vétérans, ces grognards qui allient désormais le culte de Napoléon à celui de la Révolution, se laisseront convaincre. Eux aussi se battront pour l'empereur. Et il a véritablement ce génie de savoir parler avec ses soldats, de mélanger à la fois l'autorité qui convient à un chef et une camaraderie ou un paternalisme à l'égard de ses hommes. Il parcourt le champ de bataille, se fait dire le nom d'un tel et un tel, s'approche du grognard, le désigne par son nom, et l'autre est persuadé qu'on vient de le reconnaître. Il lui rappelle les batailles qu'il a vécues avec lui en Égypte ou en Italie. Et puis il mange la pomme de terre, il graisse la marmite, c'est-à-dire qu'il paye un peu d'alcool, comme le font les bons soldats quand ils se retrouvent à l'intérieur de leur unité. Il sait leur parler. Il sait leur parler dans les proclamations qu'il leur fait, et véritablement, il y a entre lui et ses soldats un lien qui est celui de père à enfant presque, en tout cas un lien très fort, un lien affectif très fort. Mais les soldats auxquels Napoléon accorde le plus d'attention font partie de la garde impériale. Mieux soldée et mieux vêtue, elle constitue une réserve d'élite qui ne combat que dans des situations exceptionnelles. Son effectif croissant dépassera les 50 000 hommes. Le capital de gloire remporté s'inscrit à l'intérieur du drapeau et fait partie du patrimoine qu'on se passe de génération en génération. Et aussi l'inscription honneur et patrie, c'est inscrit dans leur drapeau, c'est inscrit aussi dans leur mémoire. Alors précisément, ce système de valeurs, Napoléon veut le transporter dans la société civile et crée la Légion d'honneur, doit permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'au-delà d'une recherche tout à fait normale du profit, il y a aussi l'intérêt général qui prime, le service de l'État. Et ça, c'est important pour comprendre l'Empire. On ne comprend pas l'Empire si on ne comprend pas ce désir de Napoléon d'imprégner la société civile de l'éthique militaire, et l'éthique militaire qui se résume par ce mot de honneur. Les ambitions de Napoléon sont aussi maritimes. Il va s'employer à redresser une marine mise à mal, avec notamment la création des préfectures maritimes. Il s'est beaucoup intéressé à la marine. Il ne faut pas oublier que pendant toute l'époque, même après Trafalgar, il est parvenu à maintenir un niveau de construction navale du niveau de celui d'avant la Révolution. Donc en pleine guerre, il est arrivé à ça, c'est quand même absolument extraordinaire, et il a rénové les infrastructures, les arsenaux. En France, il a grandement avancé le port de Cherbourg, mais aussi Gênes, mais aussi Anvers, c'est-à-dire lui, peut-être son défaut, entre guillemets, pour un Français, c'est qu'il a pensé aux dimensions de l'Europe. La Grande Armée, c'est un melting pot. On y parle toutes les langues des pays alliés qui fournissent près d'un tiers des effectifs. Pour encadrer ses forces, Napoléon a évidemment besoin d'officiers et de sous-officiers. Il crée des écoles, l'école de Saint-Cyr,
l'école de Saint-Germain pour la cavalerie, l'école d'artillerie, Polytechnique qui est militarisée. Polytechnique est une création révolutionnaire, mais lui, il militarise Polytechnique. Son désir est d'avoir véritablement un encadrement fait de bourgeois qui sont bien instruits et qui sortent des écoles militaires. Mais à la fin de l'Empire, les cadres comme les conscrits viennent à manquer. Les pertes dans les rangs se comblent difficilement, malgré le système conscriptionnel perfectionné par Napoléon, et auquel bien peu échappent, même les très jeunes. La conscription, le processus de conscription ne marche pas si mal jusqu'en 1810-1812, même s'il y a des départements difficiles, ce qui explique que Napoléon se croit tout permis dans la demande d'effectifs. Et en 1813, il y a 5 levées, il demande plus d'hommes que pendant 6 ans, les 6 ans précédents. Et c'est là où la légende noire de l'ogre de Corse se développe, et c'est ce qui rend la conscription très impopulaire à la fin du régime. Et dans les rangs de l'armée de Russie, de l'armée d'Espagne, les soldats qui s'enlisent dans les combats qu'ils ne comprennent plus en viennent à maudire celui qu'ils ont adoré. La force morale, elle n'est plus de son côté à la fin de l'Empire. Le phénomène du patriotisme, il est passé de quel côté? Il est passé du côté des Espagnols, il est passé du côté des Allemands. Et d'autre part, la grande armée est une armée multinationale, on pourrait dire. Donc ça affaiblit également le patriotisme, avec un grand nombre de régiments qui viennent de territoires occupés. La motivation n'est pas la même. Et puis les généraux, les maréchaux, c'est plus les jeunes loups, très déterminés, etc. Ce sont des messieurs vieillissants et alourdis à la fois par leur décoration et par leur fortune. Lors du retour de la campagne, de la désastreuse campagne de Russie, les Prussiens, les Autrichiens savent se battre comme Napoléon et décident de se battre contre Napoléon jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement pour avoir une victoire et récupérer un territoire, ils tiennent à écraser Napoléon pour que Napoléon n'existe plus. Et l'épopée impériale s'achève définitivement en 1815 à Waterloo, où le dernier carré de la vieille garde, commandé par le général Cambronne, refuse de se rendre. His Grace the Duke of Wellington invites you to save your lives. Will you agree to surrender? Merde! Après les 900 000 morts des guerres napoléoniennes qui laissent un pays exsangue, il s'agira d'effacer toutes les traces de la Révolution et de l'Empire et de renouveler l'armée en l'attachant au nouveau régime qui rétablit Louis XVIII.